rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset. Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, on ne cesse de le dire, même à travers toutes les différentes interviews, les différentes séquences, il est important de faire connaître ces métiers, de recruter aussi. Parfois, le bâtiment n'a pas eu toujours une bonne image et il manque encore, certains secteurs manquent encore d'emplois et de bras, on va dire. D'ailleurs, on le voit, c'est aussi un secteur qui embauche à tour de bras. Selon l'Observatoire du métier du BTP, c'est plus de 250 000 salariés qui avaient été recrutés en 2019. Bon, on attend un peu les chiffres, donc 84% dans le secteur du bâtiment, et en même temps, le secteur peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc pour cette saison 2, on va dire, des rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'est dit que c'était important de mettre en avant un métier en particulier, de décrypter où est-ce qu'on en est, quels sont les enjeux en termes de formation et montrer aussi ses atouts. Et donc ce mois-ci, on a décidé de faire un focus sur les serruriers métalliers. Ils sont deux pour en parler. Lionel Moretto, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, je vous vois. Vous êtes président de l'Union des métalliers en région Bretagne, aussi gérant de société, Métafer. Quelques mots complémentaires pour vous présenter ? Donc effectivement, ça fait 35 ans que je suis dans le métier. J'ai été initié et formé après par mon père qui était en région parisienne dans le 94 en ferronnerie et restauration du patrimoine. Et donc effectivement, la difficulté de recruter des personnes compétentes, je les ai toujours connues en fait. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant, mais je voulais présenter l'autre intervenant et revenir sur vous, ce que vous vivez depuis 35 ans. On va dire que on espère que ça va pas continuer encore pendant 35 ans, mais l'autre intervenant, et on va commenter avec lui, est Gilbert Olivet. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre métier, c'est la serrurerie. Vous êtes actuellement membre du Conseil national de l'UNAS Serrurerie Métallerie et vous l'avez aussi présidé pendant 9 ans. Tout à fait. Vous avez quelques mots à ajouter ? Écoutez, serrurier métallier sur Montpellier, j'ai pris la succession de mon grand-père et voilà, j'ai une spécialité tournée essentiellement sur la protection. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé avec mon épouse qui était au bureau, qui assure tout ce qui est facturation, banque, et moi je suis à la production. Voilà, comme quoi c'est important aussi d'avoir une femme pour le soutenir. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, dit-on. Voilà, donc je tiens à l'ajouter. Alors en tout cas, vous avez vu ce matin, c'est à nouveau, on traverse la France. C'est aussi l'avantage finalement, quelque part, de cette crise sanitaire que l'on traverse. On peut faire de la visio. On était du côté de Lyon. Là, on est avec vous à Montpellier et puis avec Lionel Moretto du côté de la Bretagne. Alors justement, on va d'abord commencer par un état des lieux. Vous l'avez dit, Lionel Moretto, ça fait 35 ans que vous êtes dans ce métier et vous avez toujours vu des soucis pour avoir des collaborateurs aguerris. Je voulais juste ajouter que je travaille aussi avec ma femme depuis 17 ans. Bravo. Alors, bravo mesdames, je les souligne. On l'a fait ensemble. Oui, c'est une grande difficulté pour moi, si j'analyse un petit peu le sujet, c'est surtout à partir des années 70. Où il y a eu une grande transformation de nos métiers, où la partie artistique, on va dire, de nos métiers, entre autres la ferronnerie, etc., a été très rapidement remplacée par ce qu'on appelle le style moderne, et post-industriel, où on s'est attaché en fait à avoir un peu plus en fait de personnes ayant des compétences très spécifiques et pas forcément polyvalentes. Des très bons soudeurs, des très bons assembleurs, etc. À partir de là, effectivement, on a eu aussi au niveau des centres de formation une modification des acquis. Il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, c'est tout simplement qu'on a adapté les formations après au marché et aux produits. Sauf que de plus en plus, on a amené les gens à être, je dirais presque monocompétences, ce qui fait que quand on traverse différentes crises et différentes modifications de marché, etc., on se retrouve avec ces fameuses difficultés d'avoir des gens polyvalents.
Moi, je m'occupe, si je dois parler par exemple que de la Bretagne, je m'occupe depuis 2009 en fait de tout un tas d'organisations de formation, que ce soit bien les AFPA, les CFA, etc., etc. Et très très vite, je me suis aperçu que on allait vers la catastrophe et on est en plein dedans. Puisque on avait pour les centres de formation en alternance, les CAP par exemple, on avait 5 centres de formation en Bretagne quand je suis arrivé moi en 2003 en Bretagne, et maintenant il ne reste plus qu'un seul CFA du bâtiment en apprentissage en alternance, celui de Plérin, dans les Côtes-d'Armor. Donc ça montre bien qu'il y a une très grosse difficulté déjà de recrutement des jeunes vers nos métiers. Et je pense, on en parlera par la suite, qu'essentiellement, alors ces difficultés sont partagées. Je pense que tout le monde a une responsabilité à ça, que ce soit aussi bien les entreprises dans leur mode de recrutement des apprentis et surtout dans la manière dont ils les ont après formés, et puis après aussi bien les centres de formation, etc. Je pense que tout le monde doit se remettre en question dans ce cas de figure-là. Alors on va y arriver en détail, mais justement, vous avez bien planté, on va dire, le décor, parler de la difficulté, parler aussi de la complexité, parce que c'est un métier aussi assez diversifié, et ça, je vais me tourner, si je puis dire, vers Gilbert Olivet. Est-ce que vous avez déjà quelques chiffres aussi, on va dire, d'un état des lieux de ce métier de serrurier métallier ? L'état des lieux, d'abord je rejoins tout à fait ce que mon collègue vient d'annoncer. Nous, on avait fait un constat, c'était que il y avait effectivement en Bretagne et je sais plus et dans notre région des classes qui fermaient. Donc ça voulait dire que il y avait moins de demandes à une époque, et ça c'était gênant. Donc on a commencé à réagir par rapport à ça. Ensuite, aujourd'hui on s'aperçoit que on a réagi. On a fait un bilan il y a une douzaine d'années déjà. Après, pour arrêter l'hémorragie, c'est relativement difficile et compliqué. Donc vous voulez dire qu'il y a moins de serruriers métalliers qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans ? C'est ça, si on fait oui, ouais. Oui. Et comme le disait mon collègue, le métier étant assez diversifié, on avait voulu faire un bilan justement de toutes les activités et pour essayer de rattraper le coup et de mettre des formations. À l'époque, c'était des formations continues, mais après, on s'est vite rendu compte que il fallait au moins garder le potentiel qui existait, ce qui existait. Donc, alors, c'est quoi justement ? Vous allez y arriver, parce que vous avez fait un référentiel, mais quels sont les différents types de métiers ? Alors, on a l'impression, quand on est peut-être en ville, on parle souvent du dépannage, mais il n'y a pas que du dépannage, il y a plein d'autres choses derrière. Déjà, il y a les activités principales, c'est serrurier métallier. On a le serrurier pur qui travaille seul, qui fait que de la serrurerie. Puis il y a la ferronnerie, et voilà. Mais je crois qu'on en avait ressorti, on en avait recensé 100 ou 120 activités dans le métier, parce que vous avez ceux qui font de la fermeture et ils font partie métier. Et ce qui est d'autant plus difficile pour le métier, c'est que ces gens-là, on ne les retrouve pas nécessairement tous dans le bâtiment. On va les avoir dans les métiers de service, donc on ne maîtrise pas tout à fait, et on va en avoir pas mal aussi qui sont inscrits dans l'industrie. Donc ça, c'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, c'est tellement complexe que vous m'aviez dit... C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Voilà. Et vous m'aviez dit c'est tellement complexe que quand on allait à l'ANPE, à l'ancien Pôle emploi, on ne trouvait pas nécessairement indiqué serrurier métallier finalement. Exactement. Quand on a commencé à se pencher sur le problème départementalement ou régionalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de référentiel serrurier métallier à l'ANPE. Donc, on nous envoyait quoi quand on recrutait ? On nous envoyait des soudeurs, on nous envoyait, alors, comme l'a dit mon collègue, des très bons sûrement des soudeurs, mais nous, on ne fait pas que ça. Donc, voilà. Et il y avait des chaudronniers aussi, des chaudronniers qui se retrouvaient au chômage, on les avait à l'ANPE. Mais nous, le profil ne nous convenait pas. Alors, vous êtes parti sur un référentiel dont vous parliez. Ça a consisté en quoi ? Pour finalement mieux percevoir ce qu'étaient ces métiers. Vous en avez ressorti, on va dire, trois généralités, on peut dire, parce qu'on ne peut pas résumer une centaine d'activités.
après avoir ressorti toutes les activités et de les avoir recensées, on a dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on a essayé de ressortir 3 activités principales qui sont les fermetures, occultations, agencement, hein, voilà, menuiserie métallique et structure métallique. Et là, on retrouve à peu près les 3 grandes disciplines, les principales du métier. Et à partir de là, on a écrit des référentiels par rapport aux besoins de formation, la nécessité, les manques qu'il y avait. Et on s'est tourné à partir de ce moment-là, quand on a eu fait tout ce travail, on a dit comment on le met en place. Et la solution qu'on nous a proposée, ça a été un CQP. Voilà. Alors ça existait déjà. CQP pour certification de qualification professionnelle, hein, c'est bien ça, pour le préciser. Exactement. Alors ça existait déjà, hein, mais ça existait sur des spécificités comme le métier de chaumier, voilà, pour une région. Ça existait pour un peu sur du dépannage, voilà. Et aujourd'hui, ce que nous avons créé, en fait, c'était plus général, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle avait un manque ou quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, c'était peut-être le plus courant, ça lui permettait de transmettre à un jeune salarié le savoir de la personne qui partait à la retraite. En même temps, quand on recrute quelqu'un de l'industrie, ça permettait de l'adapter au bâtiment. Parce que en dehors de l'atelier, vous avez quand même la pause, vous avez des choses qui, voilà, on prend pas quand on fait une rampe, on prend pas toujours une dimension qu'on retransmet après à l'atelier et puis qu'on pose. Il y a un travail de préparation qui est très important et très particulier sur le chantier en préalable. Alors on va y arriver dans un instant aussi à tout ce que vous proposez. C'est pas toujours simple de vous interrompre quand vous êtes à distance. Vous ne voyez pas mon regard comme ici en plateau et évidemment, vous êtes engagé notamment dans un programme de compétences et ça, vous allez en parler. Mais justement, je vais faire réagir déjà Lionel Moretto à ce qui a été dit, à la complexité aussi du métier. Puis on va en arriver maintenant qu'on a vu qu'il y avait un vrai besoin. Comment on peut faire pour sensibiliser, attirer peut-être les jeunes? C'est peut-être pas un métier non aussi qui attire nécessairement les jeunes, Lionel Moretto? Attirer, le problème, c'est déjà, il faudrait qu'ils le connaissent. Déjà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sans communication dessus, c'est très compliqué. Moi, je vais revenir à ce que disait mon confrère. On a un exemple très concret, en fait, de cette problématique-là en Bretagne. Nous, on a une 4 voies qui est la RN12 qui traverse Saint-Brieuc, et on a d'un côté le CFA bâtiment et de l'autre côté le CFAI. Donc au CFA bâtiment, on est sur les métiers du bâtiment, donc la serrurerie, la métallerie, et de l'autre côté, on a la chaudronnerie. Donc ces deux centres de formation font eux-mêmes leur propre communication individuellement et essayent de ramener un maximum de candidats de chaque côté. Et moi, pendant des années, je me suis battu avec ça et on y arrive, je vous expliquerai après comment on est en train de le faire. Mais en fait, on avait au moins la moitié des candidats d'un côté qui auraient dû être de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, automatiquement, cette moitié de candidats qui est mal placée et qui est dans une formation qui ne les correspond pas, c'est du gâchis parce que derrière ça, non seulement ils ne font pas avancer la classe parce que c'est plutôt les gens qui vont rester un petit peu à la traîne dans leur formation, vont être aussi dans une problématique avec les entreprises dans lesquelles ils sont en alternance parce que ça ne va pas correspondre à leurs attentes, donc ils ne vont pas être forcément très avenants et vous voyez ce que ça peut donner après par la suite avec les collaborateurs avec qui ils travaillent. Et alors qu'il suffit simplement là d'expliquer correctement en fait nos métiers, de par les références effectivement, de par aussi des stages d'initiation et pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'est nos métiers. Et il n'y a que ça en fait, c'est arriver à leur faire découvrir les métiers parce que effectivement la chaudronnerie c'est vraiment l'industriel, donc il faut avoir des compétences et des savoir-faire bien spécifiques qui sont un petit peu en parallèle les mêmes que l'on peut avoir en métallerie, mais avec d'autres contraintes, d'autres intérêts. Donc tant qu'on n'aura pas diffusé suffisamment d'informations,
Et puis j'aurais tendance à dire aussi, tant que les entreprises ne se seront pas, je vais être vulgaire, sorti les doigts du cul pour enfin ouvrir leurs ateliers et faire venir les jeunes et les moins jeunes dans les ateliers pour découvrir nos métiers, ben, je pense qu'on aura toujours des difficultés parce qu'on aura beau faire tous les plus beaux clips, les plus belles images pour les amener à nos métiers. Bah ça sera jamais la réalité de notre quotidien. Et c'est comme ça qu'on fera des gens frustrés, déçus, ou en tout cas, on n'attirera pas forcément les bonnes personnes, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de partir, même avant même de parler de formation, c'est surtout de l'initiation, d'après ce que j'ai compris. Et puis après, voilà, ça c'est le premier point. Et après, ce sur quoi vous travaillez en particulier, vous, notamment à travers la Maison du Forgeron, c'est ça ? Alors tout à fait, donc ça c'est une association qu'on a créée avec un confrère Rémi Crézé qui est heureusement en retraite parce que là il y est à plein temps depuis 4 ans. C'est ce démarrage-là, c'est-à-dire que nous déjà avant qu'on ait mis en place ce centre d'initiation et de formation, puisqu'il y a une poursuite après par la suite, on avait rencontré toutes ces difficultés, hein. Comme je vous dis, moi ça fait 35 ans que je suis dans le métier, Rémi bien plus que moi encore. Et on avait fait venir tous les confrères, enfin une grosse partie des confrères de la région Bretagne, pour effectivement faire un état des lieux des formations. Et pourquoi moi j'ai un chiffre qui est quand même assez important à prendre en considération quand même. C'est un chiffre du bâtiment, je ne parle pas de notre profession. Seulement 20% en Bretagne, seulement 20% des entreprises du bâtiment prennent des jeunes en apprentissage. 20%. En Ile-de-France, 13, donc vous êtes plus mauvais que nous. Mais vous vous rendez compte un peu du potentiel qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a encore 80% des entreprises qui peuvent accueillir des jeunes. 80%. Et parfois, elles ne les gardent pas en plus, pas nécessairement. Alors, aussi, il y a l'autre difficulté. Tout simplement parce que effectivement, il n'y a pas eu ce travail en amont. Moi, j'arrête pas de marteler ça en permanence dans les rendez-vous que j'ai au niveau professionnel, tout ça. Un apprenti, ça se recrute. C'est quand même dingue de voir qu'il y a encore beaucoup d'entreprises parce que ils connaissent papa, maman, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours voilà. Et puis vous voulez dire ça peut être un bras supplémentaire pendant un temps, mais bon, pas nécessairement dans une optique voilà. de. Ouais. Et alors que c'est pas comme ça. Quand on recrute un apprenti, c'est vraiment faut déjà qu'il découvre l'entreprise, qu'il découvre le métier. Et nous, chez nous, par exemple, dans les 2 ateliers qu'on a. C'est minimum 3 semaines. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, donc pendant les congés scolaires, pendant 3 semaines, ils viennent découvrir notre métier et puis l'équipe. Et dès l'instant où, après ces 3 semaines, la personne, alors je dis bien le jeune, mais pas les parents, parce qu'il y a aussi ça, les parents qui poussent derrière, mais qui, voilà, c'est le jeune qui doit prendre cette décision-là. Et puis pareil, avec l'équipe qu'il a eu entre les mains, on fait une petite réunion, on dit voilà, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il a les compétences pour avancer dans ce métier-là, et là seulement, on fait les démarches pour l'inscrire après en centre de formation. Oui, parce que voilà, c'est un premier parcours d'initiation pour diriger après vers des AFPA, des CFA dont vous parliez, quoi. Exactement. Et donc on a, nous c'est ce qu'on faisait avant la Maison du Forgeron, et maintenant par le biais de la Maison du Forgeron, on fait un système qui est un peu plus complet, puisque c'est 3 mois d'initiation en entreprise, qui est entièrement pris en charge par les différents organismes, que ce soit Pôle emploi ou que ce soit la région, etc. Donc on a mis en place ce système-là, et pendant 3 mois, ils sont en insertion dans les entreprises, en immersion, voilà, j'étais en train de chercher le mot, en immersion dans les entreprises, donc ils sont vraiment au réel du travail, avec plusieurs stages à la Maison du Forgeron, pour déjà, par exemple, au tout début, on leur enseigne la manipulation des machines, l'utilisation et la sécurité aux machines. Ce qui fait que dès l'instant où ils rentrent dans l'atelier de l'entreprise qui les accueille, ils ont tout de suite la possibilité de commencer à pouvoir travailler. Alors justement, ça coûte 0 à l'entreprise. Oui, c'est ça, il faut le préciser. Alors, puisque vous parlez de sécurité, c'est aussi un sujet sur lequel Gilbert Olivet va réagir. Donc, vous aussi, qu'est-ce que vous faites en termes de formation ? Je parlais de programme de compétences tout à l'heure.
Oui, de toute façon, dès qu'on a fait le constat, on a essayé de s'orienter déjà sur l'image métier, pour essayer de mieux séduire et que nos ateliers soient plus présentables, entre guillemets, parce que quand vous rentrez tous les jours dans un atelier, vous faites plus attention, même si vous l'avez nettoyé, pour vous il est propre, mais pour le commandant mortel, pour le parent qui vient, c'est pas toujours, je dirais, exemplaire. Donc on a commencé par travailler par ça. Ensuite, on a révisé tout, mais on l'a pas fait tout seul, ça. Hein, je veux dire, avec l'éducation nationale et nos collègues de la Fédération du bâtiment, on a quand même revu tous les référentiels d'examen. Serrurerie, alors c'est devenu métallier, CAP métallier, BP métallier, aluminium verre, et on est en train même aujourd'hui, en accord avec nos collègues, pour essayer de répondre à un maximum et recruter un maximum de personnes en fonction des besoins, de créer une mention complémentaire serrurerie, sur laquelle nous sommes mis d'accord, et les travaux vont commencer, si ce n'est pas déjà fait, pour l'éducation nationale, les travaux vont commencer d'ici début février. Voilà. Et après, bien sûr, nous avons voulu faciliter notre travail, qui reste un travail. Quand on est passionné, il n'est pas pénible, hein, mais peut-être au vu du commun des mortels, on travaille dans des conditions qui sont particulières, on va dire. Et ça, on veut l'améliorer. On veut que nos ateliers soient séduisants. Vous savez, je prends toujours l'exemple du mécanicien. Les mécaniciens, il y a quelques années, ils étaient la main dans le cambouis. Aujourd'hui, ils ont des ateliers, ils travaillent en blouse blanche. Alors, on n'en est sûrement pas encore là, mais il y a quand même un gros travail à faire. Et le travail sur les conditions de travail aussi, la sécurité dont parlait il y a un instant Lionel Moretto. L'image du métier, la pénibilité, et ça, on a quand même lancé un gros chantier là-dessus. Et pour faciliter et adapter les matériaux, des éléments de sécurité individuels. Quand vous pensez que quand vous soudez, vous meulez, il vous faut mettre des bouchons, des lunettes, un casque et tout. L'hiver, bon, ça peut se supporter peut-être, mais l'été, ça devient quand même un peu compliqué. Donc, il y a des choses. Hein, voilà. Avant, on avait des coques sur les oreilles. Aujourd'hui, on a des bouchons individuels. C'est quand même plus confortable. Et c'est déjà un début. C'était cher. Ça correspondait peut-être à des budgets de l'industrie, mais pas aux nôtres. Aujourd'hui, c'est abordable. Et on sent que c'est beaucoup plus de confort pour travailler. Après, il y a encore plein de choses à faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. On s'est rendu compte sur l'étude de métier que nous avons fait avec l'OPPBTP et notre pôle IRIS-ST, qui est Institut Recherche, Innovation, Santé au Travail, et bien on a commencé par sortir des petits dépliants faciles à lire pour les apprentis qu'on met à disposition dans les entreprises ou dans nos CAPEB locales. Voilà. Et de cette étude de métier, alors je ne veux pas vous refaire toute la mise en place qui a duré quand même au moins 2 ans, hein, mais on a déterminé un cahier des charges sur 3 entreprises de la région parisienne parce que c'était plus facile. Et après, on a cherché des entreprises volontaires sur lesquelles on a testé les salariés pendant la durée de travail avec des appareils de mesure que maîtrise très bien l'OPPBTP d'ailleurs. Et voilà, on en a sorti des conclusions et les priorités. On a sorti les priorités, à savoir le port de charges lourdes, le bruit et les poussières. Voilà. Déjà, quand on aura amélioré ces situations de travail, je pense qu'on aura un métier certainement beaucoup plus séduisant. Et, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec le 3CA BTP aussi ? Alors, avec le 3CA BTP, c'est la suite un peu de tous ces travaux aussi. 3CA BTP ayant une WinLab, on a été en recherche de start-up qui puissent justement nous aider à trouver des solutions ou des produits ou des outils sur lesquels on puisse faire évoluer notre métier et qu'il soit plus facile, je dirais. Voilà. Le meilleur exemple
exemple aujourd'hui et le plus valorisant, je dirais, c'est la recherche et l'évolution d'exosquelettes qui soient vraiment à la portée des entreprises, parce que ça a un coût, mais aussi qui répondent vraiment aux besoins de nos entreprises. Et alors peut-être on ne voit pas comme ça nécessairement le lien avec le numérique, et qui peut attirer aussi les plus jeunes, mais là aussi vous travaillez quand même sur des questions de numérique. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, dans les ateliers, alors difficile d'avoir des ordinateurs, mais une tablette, je veux dire, pour un dépanneur, ou pour suivre des plans, ou pour aller chercher des informations, voilà, il va falloir que les entreprises s'adaptent à ce type de produits, d'outils modernes, et qui peuvent séduire les jeunes aussi, hein, en disant, tiens, je ne doutais pas qu'on pouvait éventuellement travailler comme ça dans un atelier. Mais aujourd'hui, il faut s'y préparer, hein, de toute façon, que ce soit de grosses entreprises ou les petites. Hein. Alors Lionel Moretto, un commentaire peut-être à tout ce qui a été dit, aussi comment attirer les plus jeunes, peut-être aussi le numérique, même si on ne voit pas tout à fait nécessairement le lien a priori avec vos métiers? Si, le numérique, effectivement, moi je suis d'accord, hein, on essaye au maximum, nous, d'avoir des écrans dans les ateliers, en fait, pour différentes raisons, effectivement, la lecture de plans, etc. Donc ça, c'est une première chose, mais je pensais surtout, au moins, quand on parlait de communication, moi j'utilise énormément Facebook, LinkedIn, etc. Enfin, vraiment, c'est je pense que c'est aussi par là que, dès l'instant où on fait... Alors, je parle bien de communication de passion, c'est-à-dire que c'est un peu dans cette démarche-là que moi j'utilise les réseaux. C'est vraiment pour au quotidien donner mon ressenti, en fait, ou le plaisir, ou tout simplement la satisfaction d'un beau travail réalisé. Donc je pense que ça aussi, ça amène... il faut savoir que à peu près la moitié des salariés que j'ai embauchés, moi, sont venus par cette communication que j'ai fait, en fait. Donc des jeunes qui ont découvert le métier, en fait, et qui nous suivent au quotidien, qui ont découvert le métier de métallier ferronnier, voilà. Donc en fait, finalement, quand même assez positif, même si on va dire on va pas repartir dans 35 ans de difficultés. Il y a du gros boulot là, hein, quand même. Quand même, ouais. Oui, non. Enfin, je vous donne un exemple. On est quand même 600 entreprises en Bretagne. Alors, dans le domaine de la métallerie, c'est comme effectivement mon confrère disait tout à l'heure. Le problème, c'est que tout est mis dedans. On va aussi bien de la charpente métallique jusqu'à, en fait, les poseurs de fenêtres PVC. Hein, donc, je trouve, il y a des choses, je pense qu'il y a un peu de tri à un moment donné qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais il y a quand même 600 entreprises en Bretagne, mais toutes ont des très grosses difficultés de recrutement. Toutes. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez déjà 600 entreprises qui cherchent au minimum 1 à 2 personnes. Vous voyez déjà le potentiel d'emploi dans le bassin breton, quoi. Rien qu'en Bretagne, oui. Alors Gilbert Olivet, peut-être. Il y a des boîtes qui en attendent bien plus que ça, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on voit qu'il faut se retrousser les manches, comme vous l'avez dit. Gilbert Olivet, une conclusion à tout ça? En conclusion, tout ça, je dirais que ce soit nos collègues ou la CAPEB, on est bien tous conscients de ça, et que le projet d'avenir, justement, pour valoriser cette profession, c'est de créer, comme l'a fait le bois, une filière, de manière à avoir des moyens et faire connaître ce métier qui... J'ose pas employer des mots sévères, mais ça serait dommage qu'ils disparaissent. On y croit encore. On voit qu'il y a quand même quelques courbes qui ont été modifiées par rapport à celles qui nous inquiétaient il y a quelques années. Elles nous inquiètent parce qu'il n'y a quand même pas trop d'entrants, mais l'équilibre est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal un peu plus d'entrants par rapport aux sortants, et il y a un équilibre qui se crée. Donc on peut espérer encore, et on doit se donner les moyens de faire le nécessaire pour que ce métier, qui est quasiment indispensable pour tout le monde, persiste, dure, et que des jeunes viennent dans notre métier, parce que quand ils y sont, souvent ils y restent. Voilà. Alors ça, c'est une bonne conclusion. Il y a
une filière, à mon avis, alors c'est un peu plus politique ça, mais la mise en place d'une filière acier est quasiment indispensable. Et j'espère, on y a déjà travaillé. Bon, il y a la situation actuelle qui a fait que c'est beaucoup plus compliqué pour se réunir et en parler, pour mettre les choses en place correctement. Mais j'espère que les travaux vont reprendre assez rapidement. Et voilà, après, mon collègue l'a dit tout à l'heure aussi, il faut que les entreprises, elles s'impliquent. Il faut qu'elles s'impliquent elles-mêmes. Moi, je regrette que toutes les entreprises qui existent en serrurerie métallier, comme dans les autres métiers, que chaque entreprise donne un peu de son temps pour faire évoluer sa propre entreprise et son métier. Voilà, on va dire que c'est le mot qui est passé. Et c'est l'objectif. Je suis désolée, je vous interromps, c'est compliqué, vous ne me voyez pas. Moi, je vois le temps qui file. Et c'est vrai que c'est important, on consacre à chaque fois 30 minutes à ces métiers d'avenir. En tout cas, on a passé le message aux entreprises et donné l'envie de se lancer dans ce métier de serrurier métallier. Merci donc pour la CAPEB, Gilbert Olivet, membre du Conseil national de l'UNA Serrurerie Métallerie, et puis à Lionel Moretto, président de l'Union des métalliers en région Bretagne, d'être venu témoigner. On va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant avec une nouvelle séquence qui est pilotée par le Club de l'amélioration de l'habitat. Nous allons parler d'améliorer nos lieux de vie dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.